centrale, notre banque centrale en France, qui a donc trois grands métiers. Le premier métier, c'est ce qu'on appelle la stratégie monétaire, c'est-à-dire avec l'ensemble des banques centrales de l'eurosystème et la BCE, de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire. Un deuxième métier, merci beaucoup Olivier, un deuxième métier qui touche à la stabilité financière. C'est un métier qu'on exerce de deux manières. On l'exerce d'une part à travers l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation qui supervise les banques conjointement avec les BCE et les organismes d'assurance pour s'assurer qu'elles respectent les règles et qu'en gros, elles ne prennent pas de risques excessifs. Et puis, c'est aussi un métier qu'on exerce d'un point de vue macro-prudentiel, c'est-à-dire en regardant davantage la stabilité du système dans son ensemble. Et puis, un troisième métier qui est peut-être un métier un peu moins connu, qu'on appelle les métiers de service à l'économie, qui consiste notamment à coter les entreprises, c'est-à-dire apprécier pour les 300 000 plus grosses entreprises françaises, apprécier leur santé financière pour permettre aux banques d'apporter en collatéral de politique monétaire les crédits qu'elles font à ces entreprises. Mais c'est aussi la Banque de France qui traite en première instance les dossiers de surendettement, par exemple. Donc voilà, il y a tout un métier de service à l'économie qui est fait et qui est fait en particulier par le biais de succursales. Et vous avez une succursale à Toulouse, avec qui j'étais ce matin. J'étais retenu un peu plus longtemps que ce qui était prévu et anticipé initialement. Euh, je vous en parle aussi parce que, pour ceux que ça intéresse, régulièrement, à la fois le siège où je travaille et les succursales offrent des stages ou des apprentissages. Donc, soyez à l'écoute de ce type de proposition si ça vous intéresse. Euh, je vais rester là, tout à fait. Mais je vais non seulement rester là, mais je vais essayer de faire défiler les slides. Alors, non, non, c'est juste moi qui suis. Voilà. Euh, et donc, le sujet dont on avait prévu de parler aujourd'hui, le sujet dont on a prévu de parler aujourd'hui, c'est donc de vous parler de finances vertes, avec une question qui est est-ce que ça existe vraiment? À quoi ça sert? Que peut-on en attendre? Que peut-on en attendre? Et en partant, si je dois rester assis, autant le faire comme ça. Et en partant d'abord du constat que c'est un sujet qui est extrêmement confus. Euh, En général, la finance verte, si on vous demande de le définir, alors il y a des définitions qui commencent à exister, mais la première impression qu'on peut avoir, c'est qu'on est en train de parler de choses extrêmement différentes. Je vous en ai mis quelques exemples sur cette slide. Si vous demandez à un investisseur institutionnel, un fonds de pension par exemple, ou un organisme d'assurance, qu'est-ce que c'est la finance verte pour vous? Ils vont peut-être penser spontanément aux PRI, qui sont les principes pour l'investissement responsable, ou bien penser à Climate Action 100+, qui est une sorte de coalition qui permet à des investisseurs de développer leur engagement actionnarial collectivement sur ces questions climatiques. Mais si vous allez discuter avec un banquier ou une entreprise, on vous parlera peut-être d'obligations vertes. Et si vous allez discuter encore un peu plus avec une entreprise, on vous parlera aussi de reporting extra-financier, de normes ISSB, de double matérialité. On vous parlera de G-Funds. Et à la fin, probablement un petit peu comme tout le monde, vous allez vous dire c'est quoi cette chose? Est-ce que c'est possible de donner du sens à cette espèce de sac confus qui a l'air de relever plutôt de la mode que de quelque chose qui a vraiment un intérêt. Alors non seulement c'est confus, mais en plus c'est polémique. Et à vrai dire, si vous travaillez à la rédaction de Cash Investigation et que vous êtes en mal d'idées, je pense qu'une semaine sur deux, vous pouvez proposer un sujet sur la finance verte. Parce que c'est vraiment très très facile de construire une polémique autour de ça, de construire une polémique autour de
mais je croyais avoir acheté un produit responsable et dans lequel je trouve des titres d'une entreprise pétrolière, mais je croyais que mon argent participait au financement de la transition et comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de transition, et etc., etc., etc. De manière assez amusante, le côté polémique, ça existe donc dans la critique qui dirait la finance verte, au fond, c'est une illusion, mais ça existe aussi dans l'autre sens. Ça commence à exister, en particulier aux États-Unis, sur le thème. Arrêtez d'essayer de nous imposer vos espèces de valeurs. Nous, professionnels du pétrole texan, nous n'en avons rien à faire du climat. Et donc, on ne veut pas voir, on veut pas entendre parler de finances vertes. Donc, voilà. Un sujet confus et un sujet polémique. Et on va essayer ensemble de voir si on peut y voir un peu plus clair et puis de comprendre ce qu'on peut en attendre. Alors, avant de vous embarquer là-dedans, je voudrais juste faire vous demander quelque chose. C'est de ne pas hésiter à m'interrompre dans le cours de cet exposé. Si vous avez des questions, si c'est pas clair, ou pour quelques raisons que ce soit, parce que sinon, je disais tout à l'heure que je n'étais pas un passionné de la finance verte, mais je peux en parler relativement passionnément pendant relativement longtemps. Si vous attendez que je m'arrête avant de m'interrompre, je suis pas sûr que je suis pas sûr que ça marche. Donc, ouais, merci. Donc surtout, n'hésitez pas à m'interrompre si si certaines choses sont pas claires. C'est d'accord? Bon. Alors, euh, de quoi allons-nous parler? D'abord, je voudrais voir avec vous pourquoi est-ce que le changement climatique, pourquoi est-ce que le changement climatique est devenu un sujet pour les financiers? Puisque, comme j'ai commencé à vous le raconter tout à l'heure, en 2010, en 2011, ça avait absolument rien d'évident, en fait. C'était probablement deux mondes qui s'ignoraient en imaginant qu'ils n'avaient pas grand-chose à se dire. Et puis, une fois qu'on aura bien compris pourquoi est-ce que le changement climatique est un vrai sujet pour la finance, peut-être comprendre ensemble, du coup, qu'est-ce qu'on peut attendre de la finance dans le contexte de la transition. Et comme je suis plutôt un banquier central, là, j'aurais aussi une perspective de banquier central. Pourquoi c'est un sujet pour les banques centrales? Quel agenda réglementaire se rattache à la finance verte? Et quel intérêt pour les acteurs économiques? OK. Alors, je pense que je vais enfoncer des portes ouvertes. Vous êtes tous au courant de ce que je vais vous raconter là, donc je vais le raconter vite. Mais le point de départ, quand même, quand on parle de finance verte, c'est de reparler et de bien comprendre de quoi on parle quand on parle de changement climatique. Le changement climatique, comme le disait Laurent Fabius, qui était le président de la COP 21, on est probablement la première génération à en voir les effets et la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Et les effets, on les voit de manière très concrète. Autant en 2015, au moment de l'accord de Paris, on pouvait imaginer que c'était encore quelque chose qui était dans le futur. Autant là, maintenant, on peut faire la liste de choses dont on sait que ce sont les effets du changement climatique. Et il y a relativement plus de débat. Voilà. Il y a encore 6-7 ans, les climatologues avaient du mal à attribuer un événement spécifique au changement climatique. Maintenant, euh, les modèles leur permettent de conclure là-dessus. Je vais juste prendre trois exemples dans les six qui sont là. Le premier exemple, c'est les canicules en Inde et au Pakistan. Alors, les canicules en Inde et au Pakistan, les canicules les plus dramatiques ne sont pas des canicules très chaudes. Il fait 40 degrés. Je pense qu'on a tous vécu maintenant au-dessus de 40 degrés. Simplement, il ne fait pas 40 degrés et très sec, il fait 40 degrés et 100% d'humidité. Quand il fait 40 degrés et 100% d'humidité, vous ne pouvez plus vivre, en fait, parce que vous ne pouvez plus transpirer. Et sans transpirer, vous régulez plus votre température et donc en quelques jours, vous allez mourir. Donc, des endroits de la planète qui sont en train de devenir invivables, hein, ce n'est pas quelque chose pour le futur, c'est quelque chose qu'on voit déjà aujourd'hui. Deuxième exemple, c'est le Groenland. Le Groenland, on l'imagine tous avec une jolie calotte glaciaire. Or, une fois qu'il a commencé à fondre, le Groenland, et chaque été, on voit qu'il fond un peu plus, une fois qu'il a commencé à fondre, il ne s'arrête plus de fondre. C'est de la physique.
Et donc, qu'il fasse vraiment très très froid l'hiver suivant, c'est le mécanisme est enclenché. Euh, Quand le Groenland, qui a donc commencé à fondre, aura fini de fondre dans quelques siècles, enfin dans 200, 300 ans, à la fois le Groenland et une partie de l'Antarctique auront fondu à ce moment-là. Enfin, si le Groenland fond, une partie de l'Antarctique aura aussi fondu. Et là, on est en train de parler d'une augmentation du niveau des mers de 10 mètres. Alors 10 mètres, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Londres ou New York ou Amsterdam ou voilà, ou simplement penser à Venise. New York plus 10 mètres, c'est une autre ville et c'est probablement un véritable impact sur l'économie américaine. Troisième exemple que je veux prendre, c'est les sécheresses qu'on a connues en 2022 et en 2023. Je pense que personne ne pensait ici que la disponibilité de l'eau serait un sujet macroéconomique pour nos pays. C'est en train de devenir un sujet macroéconomique pour un pays comme pour un pays d'Europe occidentale. Pourquoi? Parce qu'en fait, de l'eau, bon, alors on a l'habitude de tourner le robinet et ça coule, mais en fait, on s'en sert dans beaucoup d'autres choses. En particulier, le Rhône ou le Rhin, ce sont des grandes autoroutes sur lesquelles circulent pas mal de marchandises. Les cours d'eau, on en a besoin pour des barrages hydroélectriques, on en a aussi besoin pour refroidir un certain nombre de choses, dont des centrales nucléaires. Enfin bref. Voilà. Donc en fait, la question de l'eau, là aussi, c'est pas juste, c'est embêtant, on va devoir faire attention à la manière dont on la prélève, mais c'est quelque chose qui est fondamental, pas seulement pour nous comme êtres humains pour boire, à la limite on transporterait des citernes, mais nos économies ont besoin d'eau de manière critique. Dernier exemple que je voudrais prendre, vous avez la photo en bas à droite, qui est une photo du Pakistan l'année dernière, où il y a eu des inondations très importantes. Alors on a parfois dit que 30% du Pakistan était sous les eaux. Je voudrais dire ici que c'est une fake news. 30% du Pakistan n'était pas sous les eaux. 30% des districts administratifs du Pakistan avaient sur leur territoire une situation d'inondation. Sous les eaux, il y avait seulement 12% du territoire du Pakistan. 12%. Imaginez ce que ça veut dire à l'échelle d'un pays relativement grand, 12% du territoire sous les eaux, mais littéralement sous les eaux. Pour le Pakistan, ça a représenté un choc macroéconomique, là aussi, en gros, en termes de destruction de richesses et de perte d'activité, de l'ordre de 8,5 à 10%, de 8,5 à 10% du PIB. Okay. Vous êtes un pays, prenez un choc de 8,5 à 10% du PIB, là aussi, ça se voit. Plus près de chez nous et encore plus récemment, en Slovénie cet été, par exemple, il y a encore eu des grosses inondations. Alors, le tarif standard d'une grosse inondation en Europe occidentale, ça a l'air d'être 5 milliards. C'était 5 milliards en Belgique, 5 milliards en Allemagne, c'était 5 milliards en Slovénie. En gros, c'est un ordre de grandeur. Alors, en Allemagne, 5 milliards, ça passe à peu près, enfin, je ne vais pas dire que ça passe inaperçu, mais ça ne déséquilibre pas une économie. En Slovénie, pour vous donner une idée, le budget de l'État en Slovénie, c'est 15 milliards d'euros par an. Et le PIB, c'est 35-40 milliards. Okay, donc, on est en train de parler d'un coût qui représente un tiers du budget du pays et plus de 10-15% en termes de choc sur le pays. Voilà. Donc, pour le dire autrement, on est en train de commencer à avoir des impacts qui sont des impacts réels et qui sont des impacts qui ont une traduction sur nos économies. La mauvaise nouvelle, c'est que tout ce qui est en train de commencer à se passer, non seulement ça va continuer à se passer, ça va empirer, mais ça ne restera pas quelque part très loin dans une autre partie du monde. Ce que vous avez ici, c'est, à mon avis, c'était le meilleur slogan de la COP 28, de la COP 27 l'année dernière. C'était le stand du Pakistan. Les Pakistanais ont voulu rappeler à tout le monde que ce qui se passait au Pakistan à ce moment-là, donc les inondations dont je vous parlais à l'instant, ne restera pas au Pakistan. On va aussi connaître ça directement et on va aussi connaître collectivement les conséquences, par exemple en termes de migration de population, que ça peut entraîner. Alors, il est tard, il est très tard. On sait que le sujet, c'est l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, qui provoque une accélération sans précédent, une augmentation de la température extrêmement rapide et particulièrement importante. Et on sait de manière très claire qu'on est en face d'un sujet que nous avons collectivement créé nous-mêmes, hein, puisque on a eu la bonne idée au départ d'augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère et qu'il y a un moment où,
enfin, les premières tonnes de CO2 que vous envoyez, ça n'a pas beaucoup d'impact. Quand ça fait 150 ans que vous faites ça et que vous le faites de plus en plus, ça finit par avoir un impact et un impact important. Et cet impact important, en fait, donc c'est ce dont je parlais à l'instant, on est à, en gros, une augmentation de température de l'ordre de 1,1, 1,2, 1,3 en ce moment. Et donc, on est, en gros, par exemple, si on prend l'Europe occidentale, un taux de retour des canicules, enfin une période de retour des canicules de l'ordre de tous les 3 ou 4 ans. Une canicule sévère tous les 3 ou 4 ans. Quand on sera à 1,5, alors avant j'aurais dit si on est à 1,5, maintenant je vais dire quand on sera à 1,5, parce qu'il est pratiquement acquis qu'on sera à 1,5. La question c'est est-ce qu'on va pouvoir ne pas dépasser ça? Quand on sera à 1,5, ce qui est quelque chose qui est très désagréable et qui nous arrive en gros 2 à 3 fois par décennie, ça va être une année sur deux. Et si on arrive à 2 degrés, c'est les étés qui ne seront pas caniculaires qui seront l'exception. Je pris l'exemple des canicules, j'aurais pu prendre l'exemple des sécheresses, j'aurais pu prendre l'exemple des inondations. Enfin, on peut multiplier à l'envi les exemples. Si vous regardez, si vous allez lire les rapports du GIEC, et je vous y invite vraiment fortement si c'est un sujet qui vous intéresse, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun endroit sur Terre qui n'est épargné, et il n'y a aucune évolution qui soit particulièrement agréable. Okay. Et là, je parle de chocs qui sont des chocs violents, enfin des chocs, des événements climatiques extrêmes. Mais il faut aussi avoir en tête que derrière ces événements climatiques extrêmes, il y a aussi une tendance, il y a aussi une augmentation de phénomènes chroniques qui peuvent être en eux-mêmes compliqués. Quand vous changez le régime de température moyenne, je ne parle pas de canicule, mais le régime de température moyenne, bah, évidemment, vous avez un impact, ou la pluviométrie, vous avez un impact sur l'agriculture dans une région. Vous avez, voilà. Donc, ce n'est pas seulement des drames qui se passent à un moment donné, c'est aussi une atmosphère générale qui change. Alors, c'est là un peu la raison pour laquelle il est très tard, mais il faut avoir en tête que dépasser 1,5 degré, c'est vraiment pas terrible. Au moment de l'accord de Paris, on s'est fixé collectivement un objectif de maintenir la température, l'augmentation de température moyenne nettement en dessous de 2 degrés et de tout faire pour rester le plus proche possible d'1,5 degré. En fait, à Paris, on a décidé ça et on avait, enfin, depuis la climatologie nous confirme à quel point c'est vraiment une bonne idée de se dire le plus proche possible de 1,5 degré et nettement en dessous de 2 degrés. Pourquoi? Parce qu'entre 1,5 et 2 degrés, c'est le graphique que vous avez là, c'est une étude qui est parue dans Science il y a un peu moins d'un an. Vous avez 7 points de bascule climatique à ce moment-là. Qu'est-ce que j'appelle un point de bascule climatique? Bah, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure sur le Groenland et une partie de l'Antarctique. Le jour où ça fond, ça ne revient pas en arrière, et ça ne revient pas en arrière. Vous avez les eaux qui ont monté, enfin, le niveau de l'eau, le niveau de la mer qui monte considérablement, et vous avez des effets en chaîne. Enfin, c'est-à-dire que le système s'est déplacé d'un équilibre vers un autre équilibre. Pareil, si vous avez, quand vous avez perdu vos coraux, pareil, si vous commencez à perdre si le permafrost commence à dégeler, ça relâche dans l'air une bonne quantité de méthane, et cette bonne quantité de méthane, vous en seriez passé parce que ça accélère encore plus le phénomène. D'accord? Donc, il faut avoir en tête qu'entre 1,5 et 2 degrés, vous avez des points de bascule climatique importants. Et donc, pour citer Valérie Masson-Delmotte, chaque dixième de degré compte. Okay, le plus proche possible de 1,5 degrés. Par ailleurs, si on va jusqu'au bout de l'histoire, pour la beauté de l'exposé, si vous faites complètement fondre l'Antarctique, alors c'est quelque chose qui n'est pas très probable. On rentre dans la zone à risque un peu au-delà des 4 degrés, ce qui est normalement pas ce qu'on atteindra. Mais là, pour le coup, vous avez une augmentation du niveau de la mer de cumulé 70 mètres. Imaginez, pour le coup, New York plus 10 mètres, c'est une chose. New York plus 70 mètres, c'est vraiment autre chose. Alors, le vrai problème, c'est que donc on augmente la concentration de CO2 dans l'atmosphère et que pour stabiliser le climat, quel que soit le niveau auquel on veut le stabiliser, d'ailleurs, qu'on veuille le stabiliser à 1,5, à 2, 3 ou 4 degrés, il faut stabiliser la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et donc ça nous impose quelque part de réduire assez drastiquement nos émissions. Et c'est encore possible, en fait. On peut rester sous les 1, enfin, cibler les 1,5. Alors, chaque année qui passe sans progrès
rend cette trajectoire compliquée. Enfin, il ne faut pas se dire que ce n'est pas possible. Et dans tous les cas, même si on se disait que ce n'est pas possible, la seule manière d'arrêter la dérive climatique, c'est d'atteindre la neutralité carbone, sachant que plus on attend, plus le climat s'est dégradé. Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas très envie, en fait, on n'a pas très envie d'aller tester un monde à 3 ou à 4 degrés. Okay. Mais ayant en tête que la neutralité carbone, au fond, on y est obligé, même si on se dit c'est compliqué, on y est obligé parce qu'on ne s'arrêtera jamais si on n'atteint pas cette neutralité climatique. Une autre chose qui est importante à avoir en tête, c'est que les efforts qu'on fait aujourd'hui, si on arrêtait aujourd'hui d'augmenter la concentration de CO2 dans l'atmosphère, comme il y a un peu d'inertie dans le système, il faut 10-15 ans pour que le climat se stabilise. Donc vous voyez vraiment le bénéfice de ce que vous faites aujourd'hui dans 10 à 15 ans. Donc là aussi, vous ne pouvez pas prendre la décision juste en vous disant c'est super, je vais voir les résultats l'année prochaine. Non, ça, c'est clairement pas ce qui va se passer. Voilà, donc il y a ce temps de latence qui est un élément important à avoir en tête. Pour finir de vous déprimer tout à fait, je vous promets, après ça, je vous raconte des trucs un peu plus globaux. Non, mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas parler de finance verte si vous n'avez pas compris le problème. Et c'est une partie du problème des gens qui vous parlent de finance verte en vous racontant des tas d'histoires. Et quand vous leur demandez, mais au fond, c'est quoi le problème, et qu'ils sont incapables de vous expliquer ce que c'est que l'effet de serre, dites-vous que ça ne va pas aller très loin la conversation parce que ça patine un peu. Enfin, on est un peu dans la mousse. Donc, voilà. Bon, je vais pas m'apesantir là-dessus, si ce n'est vraiment insister. La neutralité carbone, le sujet, c'est pas est-ce qu'on peut arriver à la neutralité carbone, c'est quand on y arrive, parce qu'on n'a pas le choix. Et si on n'a pas le choix, autant le faire le plus vite possible. Alors, je vais aller vite. Et je vais vous raconter maintenant pourquoi ça pourrait marcher, après vous avoir complètement déprimé. Donc, vous êtes probablement pas sans ignorer que des COP, on en est bientôt à la numéro 28, qu'il y en a un certain nombre, et qu'en particulier, il y a une COP assez célèbre qui est la COP 15 à Copenhague en 2009. Alors moi, à l'époque, je suis en train de m'occuper d'une crise financière, et je suis persuadé que mes petits camarades fonctionnaires en charge de ce genre de sujet s'occupent du climat. Ce n'est pas du tout mon problème. Ils font leur affaire dans leur coin. Et la COP de Copenhague, pourquoi est-ce que c'était une COP importante? C'est parce que c'était le moment où on devait se mettre d'accord sur ce qui allait prendre la suite du protocole de Kyoto. C'est-à-dire comment est-ce que collectivement on se met d'accord pour réduire nos émissions. Et là, cette COP, elle a complètement, ça a été un véritable échec. Et il y a des raisons à cet échec. D'abord, on avait un contexte économique à Copenhague qui était extrêmement défavorable. On était en train de gérer les répercussions d'une crise financière, les signes avant-coureurs de la crise financière d'après avec la crise des dettes souveraines en zone euro, dans une situation économique qui en pâtissait de manière évidente. Ensuite, deuxième chose à Copenhague, si on réfléchit quelle était l'atmosphère à Copenhague, vous aviez une certaine indifférence climatique, c'était un sujet pour dans longtemps, et ce que je vous disais tout à l'heure, moi je m'occupais de gérer une crise financière, et le climat, c'était peut-être un sujet, mais c'était un sujet pour d'autres personnes. Et vous étiez encore dans une situation où vous aviez un négationnisme climatique assez virulent. Enfin, et je pense que c'est le plus intéressant, on avait une compréhension technique assez limitée des enjeux. Et typiquement, la discussion à Copenhague, c'était une discussion sur le mode il faut réduire les émissions de combien de pourcents. Alors, si vous devez vous mettre d'accord, si je vous apportais ici, voilà, imaginez vous êtes dans un dîner, il y a un peu trop de gens autour de la table, vous apportez un gâteau et vous dites comment on va répartir le gâteau, ben, c'est forcément une discussion un peu compliquée. Si vous vous dites, alors toi tu me laisses combien de parts, etc. Donc s'il s'agit de se partager, s'il s'agit de se mettre d'accord sur la taille du gâteau, puis ensuite sur la taille de la réduction à opérer, puis ensuite sur qui va faire les efforts, etc., évidemment c'est une discussion compliquée. Le grand changement depuis Copenhague, c'est qu'on a compris que le sujet, ce n'était pas de réduire les émissions, le sujet, c'était d'arriver à la neutralité carbone. Ce n'est pas du tout la même chose de se dire comment on se répartit l'effort que de se dire comment est-ce qu'on arrive collectivement à cette neutralité carbone. Enfin, ça simplifie beaucoup la discussion. Il y avait encore aussi un débat assez vif, notamment chez les économistes, entre Stern et Nordhaus à l'époque. C'était est-ce qu'il vaut mieux attendre et régler le problème plus tard, ou est-ce qu'il faut le faire tout de suite, même si ça coûte un peu cher. Okay. Depuis, on a clairement dépassé cette controverse.
Parce qu'en fait, on a compris qu'on mélangeait, quand on réfléchissait comme ça, on mélangeait des choses qui n'étaient probablement pas mélangeables. Et il n'y a absolument plus de débat aujourd'hui sur, indépendamment du coût, quelque part, sur la nécessité de l'action climatique. Autre chose enfin, autre point important de la situation à Copenhague, si vous arriviez que vous disiez aux gens, on va décarboner votre système de production, votre système de production électrique et on va mettre des panneaux photovoltaïques et des éoliennes, les gens vous regardaient et vous prenaient pour un fou parce que ça coûtait vachement cher. Et donc, c'était pourquoi est-ce qu'on changerait un système qui marche bien pour un système qui coûterait 3 fois plus cher et qu'on ne saurait pas gérer. Et enfin, on avait une discussion, un rapport dans cette discussion qui était extrêmement antagonisant. C'était un jeu à somme nulle, voire un jeu à somme négative. Et puis, alors ça, c'est un truc de diplomate. Le sommet a été extrêmement mal géré, puisqu'en fait, on a convoqué les chefs d'État à la fin du sommet. Donc, si vous êtes un négociateur climat, que vous arrivez au milieu de la deuxième semaine du sommet et que vous avez des trucs un peu difficiles à négocier, et que vous savez que votre grand patron va arriver, ben vous dites c'est une question à laquelle mon grand patron va répondre, moi je m'arrête. Donc en fait, les gens se sont arrêtés de négocier très tôt. Les chefs d'État sont arrivés avec plein de questions à résoudre, pas du tout de début de piste de solution, et ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, et c'est pour ça que les choses sont en train de... Enfin, c'est pour ça que moi j'ai bon espoir qu'on y arrive. Un espoir raisonnable, hein, un espoir un peu pessimiste parfois, enfin, plutôt un espoir qui n'est pas teinté, je suis assez réaliste, mais je pense qu'on peut y arriver. On peut y arriver parce que maintenant, ce n'est plus un sujet dans le futur. On peut y arriver parce qu'on se pose la question différemment. On a compris techniquement à quel point c'est différent. C'est mon sujet sur la neutralité carbone, c'est pour ça que j'insiste dessus. Et puis, on a compris aussi que ce n'était pas juste un sujet pour des spécialistes, c'est un sujet qui va avoir des implications extrêmement fortes pour toutes nos économies, le monde de l'entreprise, la finance, les politiques publiques, etc. C'est un sujet qui est surplombant sur beaucoup de choses, en fait. Autre chose qui a changé et qui a radicalement changé les choses, c'est le fait que maintenant, si vous allez voir un pays en développement et que vous lui dites on va construire un système énergétique, vous n'allez certainement pas lui proposer de le construire à base de centrales à charbon, parce que la centrale à charbon, elle coûte plus cher que la même capacité installée avec des panneaux photovoltaïques. D'accord ? Donc l'économie des solutions a changé. Et puis enfin, on a bénéficié, je pense autour des années 2015, d'un climat diplomatique qu'on regrette aujourd'hui, mais qui était effectivement assez favorable. Bref, on a un accord à Paris, ce qui était un peu inespéré. Et cet accord à Paris, vous entendrez beaucoup de gens dire l'accord de Paris, ça ne produit rien. Et alors là, moi, je voudrais dire qu'il n'y a rien de plus faux. Avant l'accord de Paris, en 2015, on était parti pour un monde à pratiquement 4 degrés. Okay, on était les pointillés en haut. Depuis l'accord de Paris, qu'est-ce que c'est l'accord de Paris? C'est un accord de gouvernance. C'est un accord où les différents États se disent voilà, moi j'arrive et je vais faire ça pour réduire mes émissions. Et la mécanique de l'accord de Paris, c'est de se dire régulièrement, tous les 5 ans, et c'est pour ça que la COP28 est une COP particulièrement importante, on va faire le point sur là où on en est en termes de réduction des ambitions et de contributions qui sont annoncées. Et si on est bien en dessous de 2 degrés, très bien, on continue. Et si on n'est pas encore là où on veut être, eh ben, on remonte, on relève notre degré d'ambition. Aujourd'hui, sur la base des politiques qui sont mises en œuvre, on est passé de pratiquement 4 degrés à plus de 2,7. D'accord? Si on prend en compte non seulement les politiques qui sont mises en œuvre, mais aussi celles qui sont annoncées dans les contributions nationalement déterminées, pour ceux qui connaissent l'accord de Paris, voilà. Donc les contributions, le plan de réduction à court terme, on va dire ça comme ça, des émissions, si ces plans sont mis en œuvre, on est à plus 2,4. Maintenant, si on prend en compte non seulement ces plans, mais aussi les engagements que les pays ont pris, parce qu'il y a pas mal de pays, l'Europe en particulier, mais pas que, il y a plein de pays qui ont dit, bah, nous, on a un objectif, c'est la neutralité carbone. Alors en Europe, on a dit avant 2050. En Inde, on a dit, les Indiens, l'année dernière, on dit, à Glasgow, on dit 2070. Alors, tout le monde leur a ri au nez. N'empêche que c'est complètement pas la même discussion de discuter avec un pays pour lui demander est-ce que vous allez atteindre la neutralité carbone, ou de discuter avec un pays qui vous dit je vais être neutre, enfin je vise la neutralité carbone en 2070, et lui dire ok très bien, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que le 2070 devienne 2060 ou 2050, d'accord? Donc si vous prenez ces engagements et que vous les prenez au sérieux et qui sont mis en œuvre, on est en gros à plus de degrés.
Et dans un cas un peu optimiste, où tout se passe très bien, on est effectivement à 1,8. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'habitude de dire on ne fait pas de progrès. En fait, la vérité, c'est que du point de vue de ce que peut produire l'accord de Paris, c'est-à-dire des engagements, une gouvernance qui fait que, voilà, on y est presque. D'accord? Le sujet maintenant, enfin, ça c'est une autre illustration du on y est presque, et c'est encore plus important que ça, c'est que si vous regardez les trois petits camemberts en bas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système climatique, c'est un système qui n'est pas déterministe. Vous ne pouvez pas dire on va atteindre 2 degrés. On va faire tout ça, on va atteindre 2 degrés. Si vous faites tout ça, vous avez X% de chances de rester sous les 2 degrés. Vous avez X% de chances de rester sous les 2,5 degrés, etc. etc. D'accord? Ce n'est pas complètement déterministe. Et donc, aujourd'hui, avec les politiques actuelles, en gros, on a un petit 7% de chance de rester sous les 2 degrés. Okay, donc on est sûr de rater avec les politiques actuelles telles qu'elles sont mises en œuvre. Si on prend en compte les engagements à court terme, le 7% devient un petit 20%. D'accord? Et si on prend en compte les engagements qui ont été pris pour la neutralité carbone, en fait, on a 80% de chance de rester sous les 2 degrés. Okay, alors, et on a 20% de chance de rester sous les 1,5. Ce que je veux dire par là, pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est pas vrai qu'en termes d'ambition, on soit très loin de la marque. En revanche, c'est maintenant le vrai sujet, c'est un sujet de mise en œuvre. On s'est fixé des objectifs, on a des plans, on a voilà. Et bien maintenant, mettons-les en œuvre. Et ça, je pense que c'est un point important. Et ça, c'est tout ce que, enfin, l'accord de Paris peut nous permettre d'améliorer ça, mais l'accord de Paris nous permettra jamais d'aller plus loin, parce qu'ensuite, les politiques, la mise en œuvre, etc., c'est la responsabilité des États. Alors, donc, le cadre de gouvernance, il est très imparfait. En fait, l'accord de Paris, c'est comme la démocratie, comme disait Winston Churchill, le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. On n'a pas réussi à faire mieux et je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Donc, le cadre de gouvernance, bon gré mal gré, fonctionne. La deuxième chose importante, c'est que techniquement, c'est faisable. Vous avez tout au bout là-bas le potentiel, avec leur coût, le potentiel de réduction des émissions qu'on peut attendre d'un certain nombre d'options techniques. Alors qu'il s'agisse de l'électrification de nos systèmes énergétiques, du passage de la production d'électricité du fossile au renouvelable, de la meilleure gestion de nos puits de carbone naturel, etc., etc. Si vous faites la somme de toutes les options qu'on connaît, qu'on a identifiées, vous avez largement de quoi aller faire la décarbonation dont on a besoin jusqu'à 2030 et un peu après. On n'a pas besoin de rupture technologique qui ne serait pas aujourd'hui sur la table pour réussir la première moitié de la transition. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le prix de ces solutions technologiques, il a radicalement changé, et il a radicalement changé à mesure qu'on a déployé ces innovations. Ça ne devrait pas être une grande surprise pour quelqu'un qui s'est posé des questions. Si vous étudiez l'innovation, normalement, c'est quelque chose que vous avez vu. À mesure que vous diffusez l'innovation, en général, son prix baisse. Enfin, je veux dire, il y a un cercle vertueux entre l'adoption et le bénéfice, enfin, les économies, enfin, les economics, pardon, de l'innovation. Mais c'est quand même assez prodigieux de penser qu'en une quinzaine d'années, en fait, on a divisé le prix du kilowattheure produit par du photovoltaïque, de l'éolien onshore, offshore, etc., par un facteur 10 dans un certain nombre de cas, enfin divisé par 2, voire divisé par 10, et que maintenant, c'est moins cher de produire de l'électricité avec une capacité, à partir de renouvelables, que de produire de l'électricité à partir du pétrole, du gaz ou du charbon. Et par ailleurs, on voit la même chose, ce n'est pas que un sujet sur la production d'électricité à partir de renouvelables, on voit la même chose sur les batteries. Donc, en gros, les solutions techniques, je ne vais pas dire que c'est une affaire entendue, enfin, ce n'est pas quelque chose qui est hors d'atteinte du tout. On sait faire. On sait faire, c'est en train de devenir économique. Et on sait assez bien ce qu'il faut faire pour déployer des innovations. Alors, c'est parfois un peu... Ces solutions, elles sont... en gros, ce que je classe sous le chapeau de politique climatique,
Ces solutions, elles sont connues, elles sont parfois difficiles à mettre en œuvre. L'intuition fondamentale, c'est que vous voulez que les gens spontanément choisissent la solution décarbonée à la solution, enfin préfèrent la solution décarbonée à la solution carbonée. Donc, il faut que vous changiez le rapport de rentabilité de l'un et de l'autre. D'une manière ou d'une autre, vous allez faire en sorte que la solution carbonée coûte plus cher, hein, que ce soit un prix, enfin une taxe carbone, un prix sur un marché de droits à émettre, ou enfin de marché de quotas, ou une norme. Dans tous les cas, vous êtes en train de renchérir le coût de la solution carbonée. On sait que ça a des conséquences. Enfin, on sait que l'économie politique de ces solutions n'est pas évidente, mais enfin, d'une manière ou d'une autre, on sait qu'on aura besoin d'en passer par là. Donc, ça peut marcher parce que, oui. Ouais. Alors, euh, c'est important de découper le sujet. Là, on est en train de parler de capacité de production d'électricité. Et en gros, on veut décarboner la capacité de production d'électricité. Le sujet, c'est à partir de quand on pensera qu'on est suffisamment confortable pour décommissionner des centrales à charbon, à gaz, etc. Euh, on voit qu'on le fait progressivement et on le fait parce que ça coûte plus cher de produire de l'électricité avec du charbon que de le produire autrement. Enfin, donc il y a un moment où en fait c'est simplement pas rentable économiquement de continuer à avoir du charbon. Sur la partie production d'électricité, la question sur l'effet rebond, c'est plutôt une question sur le coût, l'expérience coût du consommateur final, d'accord. Et là, moi, ce que je sais, c'est que une partie de la solution, c'est d'augmenter massivement l'électrification du système. Donc, je veux dire, la demande d'électricité, elle va augmenter dans la transition, elle va beaucoup augmenter dans la transition. Okay. Mais le prix unitaire de l'électricité, a priori, on va pas revenir dans un monde où produire de l'électricité avec une centrale à charbon, c'est une idée rentable. Je ne sais pas si je suis clair. Et, euh, alors, donc, ça peut marcher parce que la gouvernance la gouvernance fonctionne. Ça peut marcher parce qu'on a les solutions techniques. Ça peut marcher parce que les besoins d'investissement dont on est en train de parler sont des besoins qui sont importants, qui sont très importants. Si on regarde, par exemple, en gros, ce qu'on investit dans la production d'électricité, on est en train de parler d'une augmentation, d'une multiplication par 3 de l'investissement sur les 10 prochaines années en matière de capacité de production électrique, par 5 pour le transport de l'électricité. L'efficacité énergétique, on fait pratiquement rien aujourd'hui, alors que c'est c'est un enjeu absolument majeur. Donc oui, il y a des investissements qui vont être massifiés. Et en fait, cette massification, il faut faire attention parfois à ne pas se laisser prendre enfin, ne pas se laisser fasciner par l'addition de choses qui ne s'additionnent pas vraiment, en fait. Parce que c'est important, mais en fait, c'est assez réaliste quand on prend du recul. C'est réaliste pourquoi? Parce que tout notre investissement, ça n'est pas que un investissement de production d'électricité. Donc si vous faites mettons x3 sur une petite partie de l'investissement, ça ne veut pas dire que tout votre investissement va faire x3. Ça veut dire que cette petite partie-là, elle doit augmenter. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que cette augmentation-là, elle est aussi compensée par des choses que vous ne devez pas faire. Si vous construisez davantage de panneaux photovoltaïques, bah, normalement, en fait, vous construisez plus de centrales à charbon. Okay. Euh, donc ça, c'est un deuxième point. Il y a un sujet de redéploiement des ressources. Et enfin, il y a un dernier sujet, c'est que quand on vous présente des trillions ou des centaines de trillions, en général, on vous fait une grosse somme enfin, on vous dit, voilà tout ce qu'il faut investir dans les 15 prochaines années. Si vous prenez le sujet avec un peu plus de sérénité en le regardant année par année, en fait, vous vous rendez compte à la fin qu'on est en train de parler d'une augmentation de l'investissement qui représente quelque chose qui est autour de 1% du PIB. Okay, 1,5% du PIB au niveau mondial. Donc, c'est macroéconomiquement significatif, hein, mais ce n'est pas hors d'attente. Enfin, voilà, ça correspond à augmenter un effort d'investissement d'1,5% pendant quelques temps. C'est quelque chose que nos économies savent gérer en général. Si vous m'aviez dit, il faut en gros rajouter, faire 10% ou 20% du PIB de plus en investissement, là, je vous dis, je ne sais pas comment faire. Mais
1,5%, en fait, c'est assez atteignable. Euh, et par ailleurs, ça c'est un dernier point qui est important et qui revient sur votre question sur les effets rebonds. On a tendance à penser la transition essentiellement avec le prisme du côté de l'offre. En fait, on se dit il faut changer le système énergétique, il faut etc., etc. En fait, on sait que la transition, il faut aussi au fond changer la demande qui s'exprime. Il y a des choses, il y a des comportements qui vont devoir changer. Alors changer des comportements, ça relève dans un premier temps de la prise de conscience, mais changer des comportements, au fond, à la fin, c'est le rôle des politiques publiques que de permettre ce changement des comportements. Donc, je récapitule, la gouvernance, elle est dysfonctionnelle, mais on ne pourra pas faire mieux et elle fait ce qu'on attend d'elle. Les solutions techniques existent, c'est des investissements importants, mais ce n'est pas des investissements qui sont hors d'atteinte. Et c'est là, normalement, où vous vous dites, alors, bon, ça c'est, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est là où vous vous dites, et c'est là où vous pouvez comprendre quel est le rôle de la finance vis-à-vis de la transition. Oui. Alors, euh, alors, il y a deux sujets très différents. Je vais d'abord parler du sujet du pic de production du pétrole et du gaz. Euh, Peut-être, j'en sais rien, mais la vérité, en fait, c'est que je pense que, enfin, la transition, c'est un pic de la demande de pétrole et de gaz qui arrive avant le pic de la production. Euh, J'ouvre une toute petite parenthèse sur ce sujet-là, qui est un sujet important. Et je vous renvoie au World Energy Outlook qui a été publié par l'AIE hier. Euh, donc, le rapport de l'AIE, qui est vraiment un rapport important, vous montre à quel point le système énergétique est en train de changer. Et en fait, il est en train de changer avec le momentum maintenant, euh, je veux dire, la sortie des énergies fossiles. L'AIE considère que c'est quasiment inarrêtable en fait. Et ils s'attendent à ce qu'il y ait un pic de la demande d'ici la fin de la décennie, avant 2030, là-dessus. Et ça, c'est vraiment important. Alors, ils vous disent aussi, euh, cette dynamique-là, elle n'est pas suffisante pour rester pour continuer à cibler 1,5 degré. Alors, je ne suis pas en train de dire que ça suffit pas en soi-même, mais le pic de la demande, en fait, il est déjà, on le voit déjà. Donc, au fond, et je pense que c'est un point important, et ça compte plus que la question du pic de l'offre. Parce qu'en fait, notre système, il est en train de sortir des énergies fossiles. On n'en a plus besoin. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est, la question, elle serait mordante. Enfin, elle changerait, cette question-là, elle changerait les choses si on tardait trop à sortir, quoi. Enfin, si au fond, on était rattrapé par la contrainte d'offre avant que la demande ait commencé à se réduire. Je ne sais pas si je suis clair. Mais ce n'est pas ce dont on a l'impression aujourd'hui. Enfin, quand je lis l'AIE, qui connaît assez bien le sujet, euh, clairement, j'ai pas l'impression. Enfin, ça aurait pu être un sujet si on n'avait pas, si ce basculement n'était pas en train de s'opérer. Le basculement est en train de s'opérer. On est bien en phase de. Enfin, normalement, on devrait voir un pic de la demande avant ce pic sur les énergies fossiles. Maintenant, il y a une deuxième partie de votre question qui est pour le coup très pertinente et plus compliquée. C'est aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques qui sont beaucoup produits en Chine. Aujourd'hui, il y a aussi derrière ça un sujet de métaux rares, de choses comme ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres contraintes qui peuvent faire dérailler cette chose-là? Bah, la réponse honnête, c'est oui. Je veux dire, la situation géopolitique peut tout à fait faire dérailler la transition. Ça, c'est assez clair. Et voilà, on va pas se cacher là-dessus. Mais c'est aussi la raison pour laquelle
vous voyez en ce moment une course aussi bien aux États-Unis, en Chine qu'en Europe pour réacquérir une capacité à faire cette transition sans dépendre trop des autres. Cette question-là, elle est effectivement assez présente. Donc, qu'est-ce qui va se passer si donc on peut se mettre dans une situation où on dépend moins des autres, simplement, ça va coûter plus cher. Enfin, c'est ça la conclusion enfin, je veux dire, la conséquence honnête de ce point sur la géopolitique. Le point sur les matériaux critiques, hein, il est plus désagréable. Parce que si vous voulez vraiment électrifier tout le système, par exemple, vous avez besoin de beaucoup de cuivre. Et du cuivre, en fait, ça met du temps de mettre en œuvre une mine de cuivre. On n'est pas très bon pour recycler. Voilà. Et donc, oui, il n'est pas exclu qu'on bute à un moment sur ce type de contrainte si on n'est pas capable d'aller extraire cette ressource de manière propre et efficace, si on n'est pas capable de mieux recycler, etc., etc. Donc, je ne suis pas en train de dire ceci est une promenade de santé. Je suis en train de dire c'est possible. D'accord. Alors, j'en reviens peut-être du coup, je reprends le fil de mon propos avec la slide suivante que je voulais sauter. Pourquoi est-ce que toutes ces différentes, ce que je vous ai dit sur la gouvernance, les solutions techniques et l'investissement, c'est important parce que ce que vous comprenez, du coup, hein, ce que vous pouvez toucher du doigt, c'est que la transition pour le monde financier, enfin la transition d'un point de vue macroéconomique et la transition pour le monde financier, c'est du coup un enjeu de réorientation des investissements. D'accord. Il faut faire les bons investissements et il faut en faire plus, mais il faut surtout certains ne pas les faire. Et puis, c'est un enjeu du coup d'allocation du capital. Et c'est là que la finance va avoir un rôle à jouer. Juste pour réinsister sur l'importance de la réallocation, enfin de la réorientation des investissements et la réallocation du capital. En gros, aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas conscience. Je pense que vous n'en avez pas conscience. Mais la transition, c'est déjà 10% de l'investissement en France aujourd'hui. D'accord. Oui. Alors, la transition, ce qu'on compte ici, donc c'est pas moi qui le compte, c'est un think tank français qui s'appelle Institute for Climate Economics. Et je recommande la lecture des rapports qui sont en général assez bien faits. Je pense que c'est les meilleurs sur la compréhension fine de la transition en France d'un point de vue micro. Donc, ce qui compte là-dedans, par exemple, c'est les travaux d'efficacité énergétique dans le bâtiment, c'est l'investissement dans les énergies renouvelables, hein, c'est l'adaptation du réseau électrique, c'est les voitures électriques, c'est voilà, c'est des, les, les, les parties de la transition qui nécessitent un investissement, qui sont capables d'identifier et de chiffrer. D'accord. Cette partie-là, en gros, ce qu'ils vous dit, c'est l'année dernière, c'était entre 80 et 85 milliards d'euros. Okay. Et ça a augmenté nettement depuis 10 ans. Et ce qu'ils vous disent aussi, c'est que quand ils prennent les scénarios de l'ADEME, en fait, donc on est à 80, et en fait, il manque, suivant les scénarios de l'ADEME que vous retenez, il va manquer entre 15 et 30 milliards en plus pour faire la transition. Le dernier point, ce qu'ils ont commencé à faire l'année dernière, c'est à chiffrer quels sont les investissements qu'on fait aujourd'hui qui sont obsolètes du point de vue de la transition. D'accord. Quels sont les trucs dans lesquels on sait qu'il ne faudrait pas qu'on investisse si on voulait faire la transition. Et là, de mémoire, je crois qu'ils sont à une soixantaine de milliards. D'accord. C'est-à-dire qu'on fait 85 dans le bon sens, on en fait 60 dans le mauvais sens. Clairement, on ne ferait pas ça et on l'alignerait tout de suite sur ce qui. Enfin, les 60, c'est en partie, enfin, une partie importante des 60, c'est les véhicules thermiques qu'on continue d'acheter, hein, en gros. Par exemple, on arrêterait d'acheter ces véhicules thermiques et on achèterait des véhicules électriques, on aurait déjà procédé à une bonne partie de la réallocation. D'accord. C'est ça dont on est en train de parler. Euh, Là, j'utilise un rapport qui est un peu vieux et donc voilà, qui n'est pas forcément très à jour, mais qui vous montre bien que si on parle des besoins d'investissement en infrastructure liés à la transition, en gros, dans un monde normal, en 15 ans, on avait besoin d'investir à peu près 90 trillions. Et pour faire la transition, on a besoin d'investir 93 trillions. 3 trillions de différence, ce qui n'est pas grand-chose sur 15 ans. Ce qui veut dire que rapporté à l'année, c'est 450 milliards de dollars supplémentaires. 450 milliards de dollars supplémentaires. 450 milliards de dollars à l'échelle
de l'économie mondiale à l'échelle du secteur financier, c'est rien du tout. Et pourquoi je vous dis que c'est rien du tout? Pourquoi je vous dis que le secteur financier, il sait faire rebasculer 450 milliards? Parce que c'est à peu près la taille de la production de subprime, enfin de CDO de subprime, juste avant la crise de 2008. On part de 2002 où il n'y a rien, et en 2008, on arrive à 600 milliards. D'accord? Donc, le secteur financier, si on le laisse faire, réorienter 450 milliards, il fait ça tous les jours. Et parfois, ça a des conséquences catastrophiques. Voilà. Donc, il faut savoir. Mais ce n'est pas quelque chose qui est hors de portée pour lui, pas du tout. Euh, voilà. Donc, et tout ça pour dire que de passer de 90 à 93, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'il faut effectivement faire plus dans un certain nombre de choses, mais il faut aussi faire moins dans d'autres choses. Et c'est là où je veux vraiment insister, c'est que la transition, c'est pas que des plus qui se rajoutent à ce qu'on fait déjà. C'est vraiment un changement enfin, une réorientation des investissements. Et c'est là où vous voyez quel est le rôle que peut jouer la finance verte. Mais c'est là où je vais faire un pas de côté sur la finance verte, parce que quand vous regardez le début de cette histoire, dans les années donc 2010, 2015, et un peu après, en gros, vous avez trois moteurs pour la finance verte. Vous avez des gens qui commencent à faire des choses parce qu'ils se préoccupent de leur réputation. Okay, c'est jamais très agréable quand vous êtes une banque de voir des activistes venir vous déverser de la peinture noire sur vos agences. Donc, vous n'avez pas envie de ça. Vous protégez votre réputation. Le problème de la réputation comme moteur de la finance verte, hein, c'est que la réputation, c'est une bataille de com. Okay, ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. C'est pas est-ce que je fais ce qu'il faut, c'est est-ce que j'ai les arguments qui portent d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Vous aviez un deuxième moteur de la finance verte que j'ai beaucoup vu, beaucoup entendu parler. C'était des banques. Quand je discutais à l'époque avec, enfin, une partie de mon job, c'était de discuter avec des acteurs financiers. Beaucoup me disaient, mais nous, on est fondamentalement, on est des commerçants, hein, on répond à la demande de nos clients. Bon, moi, j'ai pas de problème. Enfin, je veux dire, c'est plutôt une bonne idée si vous avez un business que de répondre à la demande de vos clients. Simplement, là, c'est pas exactement le même problème. Enfin, donc, leur argument, c'était de dire, je réponds à la demande des clients, j'exprime des préférences, des valeurs, mais enfin, voilà, c'était sur le champ au fond, le champ des valeurs, quoi. Et le problème de ça, ou la limite de ça, c'est que, enfin, donc à la limite, ils étaient capables de me dire, bah, si les clients, si j'ai des entreprises qui me demandent de les accompagner dans leur transition, j'ai pas de problème, je les accompagne dans leur transition. Et dans le même temps, si j'ai des entreprises qui, enfin, aller financer une entreprise pour accroître la capacité d'exploration et de production de pétrole, ça me pose pas de problème parce que voilà. Le problème en fait, c'est que dans un monde normal, les choix des uns et les choix des autres, ils sont relativement décorrélés. Quand on est en phase de la transition, vous ne pouvez pas être en même temps en train de faire la transition et de continuer à augmenter notre dépendance aux énergies fossiles. Je veux dire, c'est l'un ou l'autre. Donc, si vous dites, je vais faire les deux parce que je suis agnostique, et que vous vous retrouvez, je vais être caricatural, vous êtes une banque et vous avez 50% de votre bilan qui est consacré à des gens qui sont en train de faire la transition et 50% de votre bilan qui est consacré à des gens qui pensent que la transition ne se fera pas, et vous vous dites, moi, je suis agnostique, c'est un jugement qui leur appartient. La vérité, c'est que dans tous les États du monde, vous avez détruit la moitié de votre bilan, ce qui n'est pas une très bonne gestion pour la banque. Il faut que vous soyez cohérent. Si vous pensez que le monde va dans une direction ou dans une autre et que ça a un impact macro, vous êtes obligé de faire un choix. Et du coup, le troisième moteur, et c'est celui sur lequel enfin, vous aurez compris que j'ai envie d'insister parce que je pense que c'est le plus pérenne, c'est vraiment une question économique en fait. C'est vraiment qu'est-ce qu'on comprend de ce problème d'un point de vue économique et donc d'un point de vue financier, et comment est-ce qu'on prend en compte comment est-ce qu'on prend en compte la perspective du changement climatique et de la transition dans la gestion d'une banque, d'un organisme d'assurance, d'un investisseur institutionnel. Et pour ces acteurs financiers, c'est à la fois cette question, comment je prends en compte le changement climatique, et ça peut aller plus loin, qui est, bon, bah, c'est pas seulement je prends en compte une tendance, c'est aussi, et c'est du business, hein, comment est-ce que je peux y participer, l'accélérer, en profiter. D'accord? Donc, il y a aussi cette question. Quelque part, la première question est une question de risque, la deuxième question est davantage une question d'opportunité. Alors, comme autorité publique, mon métier, c'est de faire en sorte que les risques soient bien gérés. Mais je reconnais aussi tout à fait qu'il y a cette dimension opportunité qui est une question importante. Oui.
Alors, je vais être même plus optimiste que vous. Ça ne dépend pas de l'âge des gens. Euh, Ça dépend pas de l'âge des gens. Et c'est, en fait, pourquoi j'ai pris le temps de vous prendre par la main sur ma lecture du changement climatique? Parce qu'en fait, quand vous faites faire ce parcours à n'importe quel financier relativement honnête et bien cortiqué, il arrive à la conclusion qu'il ne peut pas s'en désintéresser. C'est pas, voilà. Et ça, cette prise de conscience, je l'ai vu, enfin, vraiment, hein, je l'ai vu. Euh, je l'ai vu chez des jeunes, enfin évidemment plus souvent chez des jeunes. Hein. Alors, moi, je sais pas très bien. Je crois que j'ai à peu près l'âge médian, donc je ne sais plus de quel côté je tombe. À l'époque, j'étais jeune. Je l'ai vu chez des jeunes. Je l'ai aussi vu chez des gens plus âgés. Et je pense que le sujet de ce basculement, en fait, c'est vraiment cette prise de conscience que c'est pas une question morale. Enfin, je suis pas en train de dire que la dimension morale ou la dimension des valeurs n'est pas une dimension importante. Mais je suis juste en train de dire que indépendamment de ça, vous ne pouvez pas vous en désintéresser. Voilà. Et moi, c'est ça que je vois changer. Et ce qui est assez fascinant d'ailleurs, c'est que en général, je vais raconter une petite anecdote. Il se trouve que je connais bien une des personnes qui a inventé les obligations vertes il y a une quinzaine d'années maintenant. Et en fait, il était dans une banque française et son patron lui a dit, enfin, il est allé voir son patron en lui disant, le changement climatique, c'est un truc, il va falloir qu'on fasse quelque chose, il va falloir qu'on offre des produits, etc. Son patron lui a dit un truc que rarement les patrons font. Je te fous la paix pendant 2 ans, tu me développes quelque chose en partant de rien. Il est parti de rien et de fait, ils ont développé le marché des obligations vertes. Je ne dis pas ça pour faire la louange des obligations vertes qui ont un certain nombre de limites, etc., mais enfin qui ont aussi un vrai potentiel. La vérité de cette activité, c'est que enfin, je veux dire, ça a commencé à décoller très progressivement, et puis ensuite, c'est devenu complètement exponentiel. Et donc, ce type qui est vraiment créé voilà, a vu affluer de toute la banque des gens qui disaient moi, je veux venir travailler. Alors, il y avait des gens qui disaient moi, je veux venir travailler dans ton équipe, même parfois très senior. Hein. Moi, je veux venir travailler dans ton équipe parce que ça avait l'air d'être une équipe qui marchait. Okay. En général, ça, il savait je veux dire, il m'a dit, première question que je pose en entretien, c'est est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que l'effet de serre? Si le type ne sait pas répondre, euh, c'est bon. Oui, tu as compris que le changement climatique, tu un truc important, mais tu n'es pas complètement au niveau pour venir travailler dans l'équipe. Mais c'était aussi des gens qui simplement voilà, prenaient conscience et se disaient, moi, comme banquier, je pense que je peux jouer un rôle utile en mettant mes compétences de banquier au service de la transition. Donc ouais, je suis assez. Enfin, on n'a pas. Ce pivotement, il se fait. Alors ensuite, il se fait jamais assez vite, hein, il se fait pas partout, il se fait, mais ce pivotement, il se fait. Euh, et c'est peut-être un point, alors je reviens là, donc j'insiste sur l'importance de cette approche économique, j'insiste aussi sur un deuxième point, c'est que au fond, la finance verte, on s'en fout pour de vrai. Enfin, je veux dire, c'est pas une fin en soi. On n'a pas besoin que la finance soit verte, on a besoin que la finance soit intelligente. C'est pas voilà. Et ce que je vous disais, c'est pas, c'est une partie. Au fond, j'ai pas besoin d'en appeler aux valeurs d'un banquier ou d'un quelqu'un qui est responsable de la gestion des risques pour qu'ils se disent, qu'ils réfléchissent intelligemment, qu'ils se disent, ça c'est des risques que je peux pas ignorer. Et donc comment est-ce que je les gère? Donc c'est pas une fin en soi, c'est pas un palliatif non plus. C'est-à-dire que c'est pas enfin, vous avez des gens qui vous disent la finance va sauver le monde, ou bien la finance c'est une solution à plein de trucs. Honnêtement, c'est un peu enfin, c'est très mobilisateur, mais c'est un peu faux comme promesse. La finance toute seule, elle sauve pas grand-chose. Mais c'est vraiment cette finance verte, c'est vraiment la prise en compte sérieuse, un peu, comment dirais-je, studieuse, besogneuse du changement climatique dans mon activité de financier, que je sois banquier, assureur, investisseur. Alors, je reviens sur cette question de voilà, pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de développer la finance verte? En général, donc je vous ai mis un spectre de gauche à droite. Et il n'y a pas d'indication politique là-dessus, puisque vous trouvez à droite des gens qui sont plutôt à gauche, je pense. Mais
vous avez, voilà, c'est le spectre de la controverse autour de la finance verte. Entre ça sert à rien, voilà. Le type là qui est assis sur son tabouret, c'est l'ancien patron de l'investissement responsable de BlackRock qui a publié un essai il y a 2 ans en disant c'est du vent absolu. Alors, ce qu'il a fait était effectivement peut-être potentiellement du vent absolu. Je pense pas que tout ce que, enfin, et ce que faisait BlackRock, c'était un peu du vent. Je pense pas que tout soit jeté comme ça. Vous avez des gens qui vous diront blablabla, bla, 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 et puis vous avez des gens qui de l'autre côté vous disent, j'ai mis Rishi Sunak à la COP 26, je l'ai entendu de mes oreilles, vous dire la finance verte, c'est ce qu'il faut qu'on développe parce qu'on n'y arrive pas par ailleurs, parce qu'on n'a plus les moyens, parce que, etc. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc en fait, je pense que cette controverse-là, elle part de quelque chose qui est que il y a des bonnes raisons de faire la finance verte, de pousser au développement de la finance verte, et il y a de très mauvaises raisons. La bonne raison, évidemment, c'est de se dire il y a des entreprises qui vont devoir se transformer, qui ont des besoins de financement, qui vont faire des investissements, et il faut les accompagner. OK, ça, c'est un job normal. C'est pas, une fois que j'ai dit ça, c'est pas facile. Hein. Allez voir comment vous allez financer la mise en place d'un méthaniseur dans une usine, dans une amidonnerie, par exemple. Je veux dire, si vous êtes un banquier, vous vous dites ça a du sens, c'est raisonnable, etc. C'est quand même pas, enfin, faire passer le dossier de crédit, c'est pas évident. Pour en avoir discuté avec avec un intéressé. Donc ça, ok, pas de problème. Si votre argument, c'est de vous dire la transition va nécessiter de l'argent pour faire tous ces investissements, et puis on n'a plus de moyens publics, donc il faut mobiliser la finance privée en relais de la finance, des finances publiques, ça, on commence à avancer sur un terrain glissant parce que vous ne pouvez pas faire jouer aux financeurs privés le rôle des finances publiques. Okay, avec le budget de l'État, vous pouvez payer des subventions. Avec une banque, vous ne payez pas des subventions, vous faites des crédits et vous avez besoin que le crédit soit remboursé. Okay, parce que vous êtes un intermédiaire financier et que de l'autre côté de votre bilan, vous avez des déposants qui, à tout moment, peuvent venir vous voir en disant j'ai besoin de mon argent pour payer quelque chose. Et la pire raison de développer la finance verte, c'est les gens qui vous disent ça va être le moteur de la transition. En fait, le moteur de la transition, c'est certainement pas le banquier. J'ai jamais vu un banquier être à l'origine d'une décision d'investissement dans une entreprise. J'ai jamais vu un banquier être à l'origine de l'achat d'une maison ou de sa construction. Voilà. Les vraies parties prenantes de la transition, c'est les entreprises et les ménages qui s'engagent dans ce changement. Le banquier, il les accompagne. D'accord ? Et même si je veux être tout à fait honnête, la transition, elle nécessite de mettre en mouvement 3 choses complémentaires. Elle nécessite de mettre en mouvement ces acteurs économiques. D'accord ? Elle nécessite donc des entreprises et des ménages. Pour les mettre en mouvement, vous allez avoir besoin d'actions publiques, de politiques climatiques. Vous allez avoir besoin de mettre un prix sur le carbone. Vous allez avoir besoin de subventions pour développer certains systèmes. Vous allez avoir besoin d'investissements publics. Et puis, vous avez ensuite le job du financier. Mais la transition, c'est bien l'ensemble de ces 3-là qui se mettent en mouvement. Et je ne crois pas dans un monde où ce serait la finance qui serait à l'origine du mouvement parce que fondamentalement, la décision n'est pas du côté du... Le financier, il peut financer. Il ne va pas décider de quel investissement on fait. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je pense qu'une bonne partie du débat sur la finance verte, de la controverse sur la finance verte, il y a 2 raisons à la controverse sur la finance verte. Et la première raison, c'est précisément celle-là. C'est de ne pas être au clair sur ce qu'on peut attendre de la finance verte. Okay, ce qu'on peut en attendre raisonnablement, c'est que des financiers fassent sérieusement leur job de financier. Ça peut paraître pas très exaltant, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très important parce que personne d'autre qu'eux le fera, ce job. La deuxième source de controverse, c'est le fait qu'on mélange des choses qui sont très différentes. Parce que dans la finance verte, je vous disais au début, c'est confus. En fait, c'est confus parce qu'il y a 2 dimensions. Si vous revenez à ce que je vous disais sur l'investissement, il y a une dimension, il va falloir investir dans de nouvelles choses. Et puis, il va surtout falloir réorienter l'investissement. Investir dans de nouvelles choses, il va falloir le financer. Ça, c'est ce que j'appelle le financement de l'investissement vert. Quelque part, c'est la face visible de la finance verte. C'est évident pour tout le monde. Un green bond, enfin une obligation verte qui permet de financer la transition d'une entreprise, ça, tout le monde comprend que voilà, ça participe de la transition. Maintenant, réorienter les investissements au niveau macro, global, ça, pour le coup, c'est une démarche qui est un peu plus discrète quelque part. Vous ne pouvez pas
Vous ne pouvez pas arriver avec une caméra sur votre épaule. Enfin, vous pouvez arriver avec une caméra sur votre épaule pour financer, pour filmer une éolienne. Vous ne pouvez pas arriver avec une caméra sur votre épaule pour regarder comment ça se passe en stress test, quoi. Et pourtant, ce stress test, qui va consister pour la banque à essayer de comprendre où sont les risques dans son bilan et comment il doit mieux les gérer et qu'est-ce que ça implique de choses qu'il ne faut pas financer et de choses qu'il faut financer, ça, pour le coup, c'est plus discret, mais c'est au moins aussi essentiel pour permettre à la transition de bien se faire d'un point de vue macro. Et donc, vous avez ces deux familles, enfin, quelque part, ces deux faces de la finance verte, une face visible et une face cachée. Et en fait, quand vous y réfléchissez, une partie des controverses, je parlais de cash investigation tout à l'heure ou d'autres, c'est des controverses qui touchent à l'idée que, alors, la veuve de Carpentras a investi dans un fonds durable, et ce fonds durable est investi dans une entreprise pétrolière. Et c'est vraiment pas bien. Bah, en fait, si vous décortiquez l'argument, c'est que vous êtes en train de dire investir dans un fonds durable, normalement, ça devrait investir dans des éoliennes. Et si vous investissez, donc c'est la phase visible de la finance verte, et si vous investissez dans des éoliennes, comment est-ce que vous vous retrouvez avec du total dans votre portefeuille? Sauf que la transition, c'est pas seulement faire des éoliennes, c'est aussi accompagner la transition de Total. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur là-dessus, mais voilà, c'est pourquoi est-ce qu'on peut avoir un produit durable qui a investi dans une entreprise qui peut paraître émettre beaucoup de carbone? Bah parce que précisément, il y a aussi une question de comment est-ce qu'on influence ces entreprises, comment est-ce qu'on influence ces entreprises, comment est-ce qu'elles développent une stratégie qui leur permet comment est-ce qu'elles développent une stratégie qui leur permet de faire leur transition, d'être moins émissives, de changer leur technologie, leur technologie de production, etc. Et donc ça, c'est cette partie-là qui est souvent assez mal comprise. Et voilà, si vous prenez un produit qui appartient à la deuxième famille, voilà, ben vous aurez toujours du mal à lui faire dire qu'il a une contribution directe à la transition. Le reporting extra-financier, les normes, les ESRS en Europe ou les normes qui sont développées par l'ISSB au plan international, ça ne fabrique pas de la transition tout seul, mais c'est absolument indispensable pour avoir une information suffisante pour orienter mieux les investissements. Ouais. Vous avez dit qu'il y a, pardon. Oui, une question sur la réorientation des investissements et la réallocation du capital. Et en fait, vous disiez qu'il y avait des investissements à 60% qui étaient mal investis, on va dire les énergies fossiles, par exemple. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que ces mauvais investissements, ça pourrait être aussi la finance verte? Dans des investissements, par exemple, ciblés, je pense par exemple l'éolien ou les panneaux photovoltaïques qui créent en fait des externalités négatives, hein, comme l'accaparement du territoire, par exemple. Enfin, des choses qui, à long terme, en fait, à court terme, c'est très bien, mais on voit qu'au niveau des opportunités, c'est ça, en fait, d'ailleurs, quand on va plus loin au niveau des opportunités de la finance, on se dit, ah oui, il y a une opportunité là parce qu'on se dit vert. Mais en fait, quand on va plus loin dans 10 ans, 20 ans, on voit qu'en fait, c'est court-termiste. Euh, Oui, voilà. Ouais. Alors, là aussi, je découpe votre question en deux. Il y a une partie de la finance verte qui consiste à investir, je vais le dire de manière volontairement provocatrice, qui consiste à investir, à la limite, volontairement dans une entreprise de ciment qui produit plein de CO2. Voilà. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous dire, si vous êtes par exemple un acteur du private equity, vous pouvez vous dire, moi en fait, je veux pousser cette entreprise et faire en sorte que cette entreprise, elle soit capable de développer du ciment décarboné demain. Okay, et vous avez besoin de commencer par travailler avec un cimentier pour faire ça. Enfin, en tout cas, vous ne pouvez pas. Enfin, voilà, vous allez investir dans un secteur qui a priori a assez mauvaise réputation. Ça pour le coup, alors c'est pas très populaire quoi, mais c'est une partie importante. Ou investir, enfin au fond, on a besoin que les actionnaires de, allez, je vais arrêter de tourner autour du pot. On a besoin que les actionnaires de Total, à un moment, jouent leur rôle d'actionnaire, de propriétaire de l'entreprise, et disent au management de Total, c'est quoi votre stratégie? Voilà, comment est-ce que vous pivotez et on a besoin de cette partie-là dans le système. La deuxième partie là, mais on a besoin que que cet investissement, ça soit pas juste un cash sex pour se dire
pour en fait faire comme on a toujours fait sans se poser de questions. On a besoin d'actionnaires qui fassent vraiment le job d'aller challenger le management pour lui dire bah non, en fait, on n'est pas convaincu par votre plan de transition. Enfin, je veux dire, le management d'une entreprise, il gère quelque chose qui est votre propriété. Et vous n'avez pas envie qu'il détruise la valeur de votre propriété en étant incapable de faire les bons choix stratégiques. Donc, c'est ça l'enjeu. Première partie. Et j'insiste sur le fait que, disant ça, je ne sous-estime pas à quel point c'est difficile pour des actionnaires de pousser un management à vraiment prendre des décisions compliquées. Vous avez une deuxième partie dans votre question qui était un peu différente, qui était, en fait, les panneaux photovoltaïques, c'est bien, mais ça a d'autres conséquences environnementales. Deux éléments de réponse à ça. La première, c'est que, en fait, le problème, ce n'est pas l'impact environnemental. Le problème, c'est la minimisation de l'impact environnemental. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, toutes les activités humaines ont un impact environnemental. C'est pas, le vrai sujet, c'est pas d'avoir zéro impact environnemental. Le vrai sujet, c'est de maîtriser notre impact environnemental. Et quand je dis ça, je nous invite collectivement à regarder, à élargir notre focale. Je vais prendre un exemple sur la question du plastique. On a en gros produit 9 milliards de tonnes de plastique depuis qu'on produit du plastique. On en a brûlé une demi-tonne, c'est-à-dire qu'il en reste d'une manière ou d'une autre dans le monde, sous une forme de microplastique ou de pas microplastique, 8,5 milliards de tonnes. D'accord? Est-ce que vous savez quelle est la somme totale de la biomasse animale dans le monde? 2 milliards de tonnes. Ok? Donc en fait, et chaque seconde qui passe, on produit quelque chose comme une dizaine de tonnes de plastique. Chaque seconde qui passe, on produit une dizaine. Donc on est en train simplement de nous étouffer sous notre propre production de plastique. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis entièrement d'accord qu'il s'agit de minimiser notre impact environnemental, mais ensuite il faut savoir hiérarchiser. Enfin, clairement, si vous me dites l'impact environnemental des panneaux photovoltaïques, il n'est pas nul, mais on peut essayer de le minimiser en le mettant à des endroits où, sur des toits de hangars qui sont déjà là. On n'est pas obligé d'aller arracher une forêt pour faire une centrale photovoltaïque. Mais il y a plein d'autres trucs sur lesquels il faudrait vraiment qu'on se pose des questions parce que, avoir pratiquement 4 fois plus de plastique que de biomasse animale dans le monde et continuer à le produire à ce rythme-là, ça m'inquiète au moins autant en termes de conséquences à long terme. Voilà. Donc, il faut aborder la question des solutions de manière prudente et voilà. Il faut faire attention aussi au discours qui consiste à pointer tous les défauts de la solution sans voir que des trucs vraiment plus inquiétants à côté, il y en a beaucoup. Voilà. Je sais pas pour... Alors, 2 secondes. Je sais pas combien de temps il nous reste, une demi-heure. Bon, voilà. Donc, je vais aller assez vite. Je vais juste vous donner quelques vagues notions superficielles pour naviguer le sujet. Quand on parle de prise en compte du changement climatique par la finance, de quoi on parle? Alors, en général, ce dont on va parler, c'est fondamentalement de la gestion d'un certain nombre de risques, et notamment ce qu'on appelle les risques physiques, c'est-à-dire les conséquences, les manifestations du changement climatique. Et ça, c'est comment est-ce qu'on les gère, et comment est-ce qu'on s'adapte, et comment est-ce qu'on favorise l'adaptation. Et puis, ce qu'on appelle des risques de transition. Alors, c'est quoi un risque de transition? C'est que la transition, si elle est mal anticipée, si aujourd'hui vous construisez une centrale à charbon et qu'après-demain, en vous disant c'est très bien, je vais l'amortir sur 15 ans, mais que finalement, après-demain, on dit on arrête tout, en fait, vous avez mal anticipé, les hypothèses sur lesquelles vous avez pris votre décision aujourd'hui ne sont pas les bonnes, et vous allez détruire de la valeur, vous allez avoir un problème, ce qu'on appelle un problème d'actif échoué, typiquement. Donc, les risques de transition, c'est toutes les conséquences
économiques et financières des erreurs d'anticipation sur la transition, des paris qui ne marcheront pas ou des choses qu'on n'a pas pris en compte quand on a pris la décision initiale. Et du coup, donc c'est en gros gérer ces risques et puis financer la transition. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire de manière assez concrète, par exemple? Eh ben, comment ça se traduit dans les métiers financiers? Ça se traduit par beaucoup de changements, d'améliorations dans tout ce qui est gestion des risques. Aujourd'hui, si vous travaillez dans une banque, il y a 2 endroits où vous entendrez parler, où le changement climatique fera partie de votre quotidien. C'est si vous êtes en train de financer si vous financez, si vous accompagnez des entreprises en transition, vous êtes par exemple un banquier dans le secteur de l'énergie, voilà. Clairement, ça va faire partie de votre quotidien. Il y a une deuxième filière dans laquelle ça fera partie de votre quotidien, c'est si vous êtes dans la filière risque. Où là, vous allez revoir la manière dont vous faites un dossier de crédit, vous allez revoir la manière dont vous analysez le projet, etc. Donc ça, c'est cette partie gestion des risques, analyse crédit, elle est vraiment importante. Un autre endroit où ça va avoir des conséquences concrètes, c'est en matière d'allocation d'actifs. Voilà, si vous êtes un fonds de pension et que vous gérez l'argent de gens qui vous l'ont confié pour pouvoir ensuite en bénéficier quand ils seront à la retraite, à un horizon de 15 ou 20 ans ou 30 ans, forcément, vous devez vous poser la question, comment j'investis cet argent compte tenu de cette chose dont je sais que ça va se passer entre maintenant et dans 30 ans, qui s'appelle le changement climatique et ou la transition. D'accord ? Et probablement un peu les deux. Donc là aussi, vous êtes obligé de réfléchir en termes de... Ça veut dire quoi en termes d'allocation d'actifs ? Ça va vous impacter aussi en termes de gestion d'actifs, c'est-à-dire quand vous gérez un portefeuille et vous vous dites est-ce que j'achète plutôt l'obligation de telle entreprise ou telle entreprise, ça va jouer aussi, ou l'action de telle entreprise ou de telle entreprise. Et puis, pour le coup, c'est un chantier qui est un peu plus compliqué, un peu moins développé encore, mais c'est est-ce que ces risques, est-ce que ces évolutions, elles sont correctement appréciées et appréhendées dans les prix auxquels j'achète et je vends différents actifs. C'est une question qui est vraiment fondamentale, en fait, au fond. Il y a beaucoup si les risques si les risques climatiques se reflètent dans les prix, on va prendre un certain nombre de décisions. S'ils ne se reflètent pas dans les prix, on va prendre des décisions très différentes, d'accord ? Indépendamment, on pense la même chose, simplement, je veux dire, j'analyse le changement climatique de la même manière. Si c'est dans les prix ou si c'est pas dans les prix, je vais faire des choses qui sont très différentes. Et puis, donc ça, c'est vraiment de la finance quelque part hardcore, mais qu'il faut revisiter, améliorer revisiter, améliorer. Et puis, c'est aussi une question de c'est quoi votre ambition pour faire du vert. Et donc, c'est la question de la cohérence de ce que vous faites. Vous ne pouvez pas être une institution financière, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui à la fois expose son bilan aux énergies, augmente l'exposition de son bilan aux énergies fossiles d'un côté, et puis de l'autre côté, prétend financer la transition. C'est un problème de cohérence qui va être fort. La question de l'engagement dont je parlais, donc l'engagement actionnarial par exemple, ou la manière dont vous allez interagir avec vos clients pour les aider à prendre conscience du sujet, pour les accompagner dans leur transition, c'est vraiment une dimension qui est extrêmement importante. Et puis, est-ce que vous dites que vous avez envie d'avoir et de mesurer l'impact de ce que vous faites? Et en filigrane, derrière tout ça, la question du greenwashing, qui est évidemment une question très présente. Est-ce que ce que je fais, c'est essentiellement de la communication et du marketing, ou bien est-ce que j'ai vraiment un impact sur le fond? Je dois insister sur une chose là-dessus, ça sera toujours imparfait. Franchement, il y a 15 ans, ça n'existait pas. Donc, je veux dire, il ne faut pas demander aux gens de savoir parfaitement comment faire aujourd'hui. On est en train d'apprendre collectivement en le faisant. Donc, c'est imparfait. Mais l'imperfection ne doit pas nous arrêter. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est imparfait qu'il ne faut pas le faire, quoi. Simplement, il faut être conscient des imperfections, il faut chercher à l'améliorer, etc. Et donc, cette question de l'amélioration continue, elle est vraiment importante. Alors, maintenant, 3 questions pratiques en 3 minutes. Pourquoi les banques centrales s'intéressent au problème ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de régulation financière ? Et qu'est-ce que la finance verte ? Est-ce que la finance verte a un intérêt pour une entreprise ? Je vais être hyper rapide là-dessus. Vous aurez compris que le changement climatique, c'est un sujet macroéconomique. Si ce n'était pas un sujet macroéconomique, les banques centrales n'en auraient probablement pas grand-chose à faire. Mais c'est un sujet macroéconomique et donc on ne peut pas l'ignorer. On nous demande de contribuer à la stabilité macro-financière.
Donc forcément, il faut qu'on réfléchisse aux conséquences de ça. Pourtant, il y a un débat qui est assez vif, hein, mais au sein du NGFS, donc qui est ce réseau de 150 institutions qui collaborent, donc des banques centrales d'un peu partout, enfin des banques centrales de 95 pays dans le monde maintenant, des superviseurs et la Banque des règlements internationaux, le FMI, enfin voilà, des institutions comme ça, qui collaborent ensemble sur ce que le NGFS fait, c'est se dire on va travailler ensemble pour comprendre quelles sont les conséquences et en fait faciliter notre passage à l'action, chacun individuellement. Et donc le consensus au sein du NGFS, vraiment, c'est de dire le changement climatique, c'est un sujet macroéconomique qu'on ne peut pas éviter. Et donc quand on a une banque centrale, quand on nous demande d'assurer la stabilité des prix, quand on nous demande d'assurer la stabilité financière, on est obligé, en raison de ce mandat, de s'intéresser, enfin de se poser des questions là-dessus. Et les questions qu'on se pose et les conclusions auxquelles on arrive et les actions qu'on prend, ça n'est pas de dire il faudrait faire ceci ou il faudrait faire cela, c'est de dire voilà comment, pour atteindre la stabilité financière, donc dans le cadre de mon mandat, pour assurer la stabilité des prix, voilà ce que je vais devoir faire. Donc on s'y intéresse, non pas parce qu'on est très concerné comme citoyen, mais parce qu'on pense que comme banque centrale, ça fait partie de notre job aujourd'hui pour remplir le rôle que la société nous a donné. Deuxième chose, ce qu'on fait nous, c'est une contribution qui est utile, mais c'est certainement pas, ça peut pas être la seule réponse au changement climatique. De manière, enfin vous l'aurez compris, de manière évidente, on a besoin de gens qui investissent, d'entreprises qui font des bons investissements. On a besoin de politique climatique. Voilà, c'est des choses qu'une banque centrale ne fait pas. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'il y a pas très longtemps, en fait, il y a quand même une idée que ça y est, les banques centrales s'intéressent au changement climatique. Et donc tout le monde se disait, elles vont sauver tout le monde. Non, je veux dire, non, on ne pourra pas. Enfin, je veux dire, on a des raisons de s'y intéresser. On a une contribution à apporter, c'est utile, mais clairement, on voit aussi très bien quelles sont les limites de notre action et tout ce qu'il faut qu'il se passe à côté. Et pourquoi est-ce que c'est utile, cette action? D'abord parce que quand vous devez faire la transition, en fait, vous prenez des décisions qui vous engagent pour les 15 à 20 prochaines années. Si dans les 15 à 20 prochaines années, vous vous dites qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion pour assurer la stabilité macroéconomique et la stabilité financière, vous n'allez pas prendre... Quand le risque de crise est important, eh ben, vous ne projetez pas à 15 ans, vous projetez à comment je vais survivre dans la crise. Donc, assurer cette stabilité, c'est une précondition à la transition, et ça, pour le coup, c'est vraiment notre responsabilité. Il y a une deuxième chose qui est utile, c'est que comme superviseur, on va pousser le secteur financier à mettre à jour ses hypothèses sur le futur, et à s'approprier le sujet. Le secteur financier n'avait pas attendu les banques centrales pour commencer à regarder le sujet. Le premier rapport que je connaisse d'une banque qui écrive un truc intelligent sur le changement climatique, c'est Lehman Brothers en 2007. Bon, c'est dommage, ils ont fait faillite pas très longtemps après. Mais ce rapport est fantastique, franchement, c'est assez incroyable. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que voilà, il y avait déjà des financiers qui avaient commencé à y réfléchir. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure de cette personne à qui on a dit tu vas développer une activité en relation avec le changement climatique. Voilà. Simplement, quand les banques centrales et les superviseurs s'y mettent, c'est plus l'affaire de quelques banques qui développent des choses, c'est tout le monde qui fait une transition rapide. Et là, je vais prendre un exemple concret. Le superviseur européen a dit il y a 2 ans maintenant aux banques, en matière de changement climatique, je m'attends à ce que vous sachiez faire un certain nombre de choses, à ce que vos processus ressemblent à ça, etc. Donc, j'ai un certain nombre d'attentes. Quand ils ont formulé leurs attentes, en gros, il y avait 15% des banques qui répondaient au niveau basique. Quand on a refait la photo 1 an plus tard, il y avait 85% des banques qui étaient au niveau au moins basique. Donc, quand le superviseur, en fait, intervient, voilà, vous commencez à initier un mouvement beaucoup plus large dans le secteur financier, parce que tout le monde doit s'y mettre. Et du coup, voyant que 85% des gens avaient bougé, voyant que sur chacune des attentes, on était capable d'identifier au moins une banque qui répondait aux attentes, le superviseur a dit, dans 2 ans, donc fin 2024, je veux que ce soit 100% des acteurs qui soient à 100% des exigences. Donc, ce basculement, je pense que quand on se promène dans la rue, on ne le voit pas, mais il a lieu à l'heure où on se parle dans le secteur financier européen et au-delà. Donc ça, c'est l'accélération de l'appropriation du sujet. Et puis enfin, il y a une dernière chose, c'est que comme acteur public, on a un devoir d'exemplarité auquel on s'astreint.
Alors, le NGFS, je vous en ai parlé en un mot. C'est vraiment, donc au départ, c'est 7 banques centrales et un superviseur qui se disent ça fait 2 ans que l'accord de Paris a été conclu. On commence à parler des implications du changement climatique dans le secteur financier. Nous, on en a marre de parler, on veut faire des choses, mais on se rend compte que c'est compliqué. Et si c'est compliqué, ben, travaillons ensemble pour avancer. Donc, c'est ça, cette démarche de collaboration. Et en fait, c'est 8 du départ. 5 ans après, ils sont pratiquement 150. Les chiffres ne sont pas à jour parce qu'il y a encore eu des adhésions depuis le mois de juin dernier. C'est des gens qui viennent de partout dans le monde. Enfin, je veux dire, dans le réseau, il y a la Banque centrale du Rwanda, la Banque centrale du Canada, la Banque centrale de Chine, de Singapour, d'Australie, d'Arabie Saoudite et nous. Voilà. Donc, voilà. Et, et au total, quand vous prenez cette communauté, on est collectivement responsable de la supervision de toutes les grandes banques et de pratiquement toutes les grandes compagnies d'assurance. Donc, on a un vrai impact sur le secteur. Enfin, voilà. Quand on passe à l'action, on a un vrai impact sur le secteur financier mondial. Et juste pour vous donner une idée, c'est en fait les juridictions qui sont représentées, ça représente à peu près 85% du PIB mondial et 85% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, du côté des banques centrales, il y a un mouvement qui n'est pas très connu, mais qui, depuis 5 ans, est assez irrésistible. Voilà, et pourquoi il est assez irrésistible? Parce que les gens sont passés à travers toutes les étapes que je vous ai montrées au début de leur analyse et on fait à la fin, ah oui, en fait, c'est un sujet qui est, 1, gravissime, 2, en train d'arriver rapidement, et 3, dont je ne peux pas me désintéresser. Et donc, qu'est-ce que je fais? Et voilà. Ça, c'est la dynamique du NGFS, dont j'ai la chance d'être le responsable du secrétariat, qui est, en fait, la Banque de France est à l'origine de l'initiative, et le secrétariat est fourni par la Banque de France, avec quelques collègues qui sont détachés par des membres aussi pour travailler avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire, du coup, pour une banque centrale? Et je vais m'arrêter là. Je ne ferai pas la partie régulation, tant pis. En fait, c'est comme pour n'importe qui, c'est décliner cette préoccupation dans chacun de ses métiers. La supervision microprudentielle, donc la surveillance des banques, des organismes d'assurance, la politique monétaire, la stabilité financière, euh, tout un tas d'autres choses auxquelles on ne pense pas forcément, comme l'impression des billets de banque. Bah oui, c'est polluant, une impression d'un billet de banque, d'un billet de banque. Vous allez me dire, mais passons à la monnaie numérique. Mais opérer un système numérique, ça a aussi des conséquences environnementales. Donc voilà, on travaille à comment est-ce qu'on peut maîtriser ces empreintes carbone et environnementales. Et puis, du coup, c'est ce que je disais aussi, c'est un gros enjeu dans la coordination, enfin dans nos interactions à l'international, de compléter l'action des uns et des autres dans le champ qui nous occupe. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, on va déborder et on n'aura plus de temps pour les questions. Merci beaucoup, Jean. C'était très vaste, très intéressant. Bon, moi j'ai plein de questions, mais je vais plutôt laisser les étudiants d'abord s'exprimer et poser leurs questions. Je sais qu'il y en a qui vont avoir un autre cours à 15 h, donc cela, vous pouvez partir, mais si Jean, tu as encore quelques minutes, et s'il y en a d'autres qui veulent rester, discuter, moi j'ai du temps aussi un peu. J'ai pris le TGV de 17 h, donc ça va. Donc si jamais vous avez du temps et que vous voulez encore vous informer, discuter, voilà, on reviendra sur un certain nombre de points dans le cadre du cours, mais voilà, vous avez la parole si vous avez des questions. N'hésitez pas.